Et je remercie Nicolas Châtelain pour sa conférence Filet aux fiches, un nom très recherché. Donc, il va démarrer sa conférence. Merci à lui. Un, deux. 1, 2. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents pour cette conférence qui s'appelait Filet aux fiches, qui est une conférence qui va parler d'une nouvelle technique de phishing qu'on a mis en place pour nos clients suite à certaines difficultés qu'on a rencontrées lors de campagnes de phishing. Donc, petite présentation de moi-même et de quoi va parler cette conférence. Je m'appelle Nicolas Châtelain, je suis le directeur du laboratoire de cybersécurité de CGI Business Consulting. Donc, on fait principalement tout ce qui va être des campagnes de tests d'intrusion, du Red Team et toutes les prestations diverses et variées qui peuvent se rapprocher de la sécurité offensive. J'ai également développé certains outils comme par exemple Ligolo, Ligolo-NG ou encore Shachelm. Donc, au sommaire de cette formation, on va commencer par regarder les premières techniques de phishing qui existent. Alors, on ne va pas toutes les voir, il y en a énormément, mais on va voir celles qui sont principalement utilisées aujourd'hui par les attaquants et également lors des campagnes de Red Team, et également leurs différentes problématiques qu'elles peuvent avoir, notamment lors de l'utilisation de campagnes réelles ou par rapport à certaines mesures de sécurité qui peuvent être mises en place par le client, notamment l'authentification double facteur, qui, on va dire, la méthode numéro 1 pour bloquer ou limiter les impacts des attaques de phishing. On présentera ensuite l'outil Filet aux fiches, derrière, qui montrera les possibilités et comment ça permet de contourner certaines protections qui vont être mises en place au niveau des clients. Et enfin, une démonstration de cet outil. Donc on commence avec les différentes techniques de phishing qui existent aujourd'hui. La plus connue, c'est la page de phishing basique, donc que vous pouvez retrouver un peu partout sur Internet, sur GitHub, etc. C'est une simple application, généralement développée en PHP avec très peu de connaissances, qui va tout simplement copier le style de la page et qui a qu'une seule fonctionnalité. Quand on soumet le formulaire, on enregistre les identifiants. Cette technique, elle va marcher très bien s'il n'y a pas de MFA. C'est ce qui est utilisé, ce qui est privilégié par les attaquants. C'est simple à mettre en place, c'est simple à déployer, ça ne demande pas beaucoup de ressources. Le problème, c'est quand l'utilisateur il soumet les identifiants, on ne va pas pouvoir vérifier que les identifiants sont corrects, sont valides. On va juste dire erreur ou vous êtes connecté, etc. Mais on ne sait pas s'ils sont valides. Également, on ne va pas pouvoir contourner le MFA. Puisque les MFA, généralement, les jetons qui vont être utilisés, c'est des jetons qui vont être temporaires par SMS ou derrière des jetons qui vont être générés par un OTP. Et donc, on ne peut pas les utiliser directement, puisqu'ils ont une date d'expiration, généralement à 60 secondes, voire 3 minutes pour les plus gros. Une autre technique qui existe s'appelle le browser in browser. Donc c'est une technique qui est très intéressante puisqu'elle permet de faire croire à l'utilisateur qu'il est en réalité sur un site web légitime. Donc c'est une technique qui permet de mettre en place sur une page de phishing une fausse page. Donc ici, vous avez l'impression que c'est une fenêtre de votre ordinateur, mais en réalité, c'est tout simplement une fenêtre qui est générée avec du HTML, CSS. Et pourtant, si l'utilisateur regarde le lien de cette fausse page, de cette fausse image de navigateur, elle voit que ça pointe bien vers la page légitime login.microsoftonline.com. Donc ça, c'est facile à customiser, c'est facile à déployer. Ça permet derrière d'éviter d'avoir une URL, on va dire, qui paraît illégitime pour les utilisateurs. Il a l'impression que c'est une pop-up qui s'affiche et qui pointe bien vers Microsoft, mais les problématiques restent les mêmes. On ne peut pas vérifier les identifiants de la personne et on ne peut pas contourner l'authentification multifacteur. L'outil aujourd'hui le plus utilisé pour les campagnes de phishing, notamment pour tout ce qui est pentest, etc., vous le connaissez peut-être, c'est un outil qui s'appelle EvilJinx. Le principe d'EvilJinx, il est très simple. Alors à la base, pourquoi EvilJinx? Il me semble qu'il était basé sur Nginx. Depuis, ça a beaucoup évolué. C'est un outil en Golang qui est très performant aujourd'hui. Et EvilJinx, son fonctionnement est très simple. Il fonctionne comme une sorte de serveur proxy. C'est-à-dire que vous allez enregistrer votre nom de domaine malveillant, vous allez faire pointer votre nom de domaine malveillant vers l'adresse IP de votre serveur EvilJinx. Et EvilJinx, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement faire la passerelle entre
l'attaquant, enfin la victime qui se connecte sur votre serveur, et le vrai site internet, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Derrière, le seul but d'EvilJinx, ça va être de modifier les réponses qui vont être envoyées par le vrai site internet pour pouvoir derrière modifier son contenu et intercepter vos identifiants. Cette technique avec EvilJinx, elle propose beaucoup d'avantages puisqu'elle permet de contourner l'authentification multifacteur et également de vérifier les identifiants. Puisque derrière, c'est le vrai site qu'on va proxifier. Donc on accède au vrai contenu du site, mais sous une autre URL. C'est juste un serveur qui va traduire plus ou moins les réponses et les requêtes des utilisateurs à destination du vrai site internet. Mais également, une fois connecté, l'autre avantage de EvilJinx, c'est que l'utilisateur va pouvoir accéder réellement à l'application qui est derrière. L'autre avantage d'EvilJinx, c'est qu'il est très rapide. Son but, c'est juste de faire une sorte de proxy entre l'utilisateur et le site internet. Il n'y a pas énormément de logique là-dessus, de processus compliqués, etc. Donc c'est très rapide. Les problématiques qu'il peut y avoir, néanmoins, c'est que ça peut être assez compliqué pour un novice de comprendre l'utilisation de ce logiciel. Également, alors le deuxième point, juste en bas, il est faux, j'aurais dû l'effacer. L'autre problème, c'est derrière, Cloudflare a tendance à vous bloquer. Pourquoi? Parce que Cloudflare, c'est une solution de sécurité au niveau web. Cloudflare va vérifier, à partir de scripts JavaScript et des comportements du navigateur, s'il n'y a pas une incohérence. S'il n'y a pas une incohérence au niveau du nom de domaine, s'il n'y a pas une incohérence au niveau des requêtes qui sont envoyées par le serveur. Et Cloudflare détecte l'utilisation de EvilJinx. Et c'est ça qu'on a rencontré lors de nos campagnes de pentest qui nous ont tout simplement bloqués. Une autre technique de phishing qui est très intéressante, c'est le phishing à partir d'un bureau à distance. Alors ça, c'est une technique qui est assez intelligente. Vous mettez en place un serveur web, enfin un serveur d'attaque, avec votre nom de domaine de phishing. Et en fait, quand l'utilisateur va accéder à votre site de phishing, au lieu d'avoir une page HTML classique avec un formulaire, etc., ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir une session VNC à destination des serveurs de l'attaquant. Donc en réalité, vous voyez le bureau à distance de l'attaquant qui vous affiche derrière une fenêtre de Chrome ou Firefox en mode kiosque. Donc théoriquement, vous ne voyez pas la fenêtre, etc. Mais vous êtes bien ici sur cette page, juste à droite, sur une page à travers un bureau à distance de Chrome. Et derrière, vous avez un outil qui s'appelle EvilNoVNC qui va vous permettre très simplement de mettre en place ces techniques. Vous avez juste à spécifier l'adresse de la page que vous voulez faire en phishing et derrière, ça vous lance un serveur VNC dans un Docker avec un Chrome en mode kiosque qui est capable d'intercepter les identifiants. L'avantage de cette technique de remote desktop, c'est que vous allez pouvoir contourner la MFA, vérifier les identifiants. Les utilisateurs qui sont ciblés peuvent accéder réellement à l'application qui est derrière, une fois qu'ils sont connectés avec les identifiants. C'est capable de contourner Cloudflare, puisque c'est un vrai navigateur à travers un bureau à distance qui effectue les requêtes. Mais le problème, c'est que ça peut être parfois complexe à mettre en place, puisqu'il faut un serveur de phishing qui, quand même, a de sacrées performances. Puisque pour chaque utilisateur, vous allez devoir mettre en place une session X11 avec un navigateur par utilisateur que vous allez ficher. Donc si vous n'avez pas un gros serveur de phishing, ça peut être compliqué. Et bonus également, j'ai fait une petite démonstration d'un outil que j'ai appelé NoEvilNoVNC qui permet justement d'abuser les fonctionnalités d'EvilNoVNC. Je vous ai dit que c'était un bureau à distance qui était accessible par la personne qui est fichée. Derrière, en modifiant un peu le JavaScript, un attaquant peut prendre le contrôle du serveur de phishing. Donc ici avec une démonstration. Donc là, en réalité, on est sur un bureau à distance. Et avec NoEvilNoVNC, on appuie sur Jailbreak et on tombe sur le bureau à distance de l'attaquant. Derrière, les seules protections qui sont mises en place au niveau de EvilNoVNC, c'est de désactiver l'exécution du terminal en faisant un chmod -1 de XFCE 4 terminal. Sauf qu'en utilisant NoEvilNoVNC, vous allez pouvoir refaire ce chmod +X sur XFCE 4 terminal.
et de nouveau ouvrir un terminal, cette fois root, sur la machine de l'attaquant. Bon, ici, c'est un Docker, ça limite quand même les impacts. Si vous regardez le code source de Evil NoVNC, vous allez voir qu'il y a certaines capabilities qui sont très intéressantes et qui pourraient vous permettre de remonter potentiellement sur l'hyperviseur de l'attaquant. Donc ici, c'est la problématique. Si vous utilisez des serveurs VNC derrière pour effectuer vos sites de phishing, l'impact, ça peut être que, au final, ce soit vous qui soyez attaqué. Une alternative qui existe également, c'est Cuddlefish, qui existe avec, cette fois-ci, très similaire à celle de VNC, sauf que ça utilise un autre protocole qui est WebRTC. Lui a d'autres problématiques, c'est un peu plus performant, mais les problématiques, c'est surtout qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de traversement des pare-feux. Au niveau du récapitulatif, donc je souhaite remercier Atsika qui a publié un très bon article sur le blog de Quarks Lab qui fait justement une revue des différentes méthodes de phishing, donc on ne les a pas toutes vues aujourd'hui, avec les inconvénients derrière de ces différentes méthodes et les différents avantages qu'il peut y avoir. Est-ce que ça permet de contourner le MFA? Est-ce que ça permet derrière de trick les utilisateurs? Est-ce que c'est réaliste, etc. Maintenant, on va voir comment essayer d'utiliser le meilleur de tous ces outils pour, on va dire, nos campagnes de phishing. Alors désolé pour le nom de Philofish, j'ai vraiment pas trouvé d'idée. Je vous présente Phileofish et une explication de pourquoi on a créé cet outil, cette technique. Quand on a voulu mettre en place notre première campagne de, enfin pas première, mais on a voulu mettre en place notre campagne de phishing, EvilNGinx 2 ne fonctionnait pas puisqu'on était bloqué par Cloudflare, qui fait de la détection comportementale sur les navigateurs. Donc il s'assure que c'est un vrai navigateur, que ce n'est pas un proxy, que le navigateur envoie des vrais artefacts, donc c'est bloqué. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, EvilNGinx Pro permet justement, à partir de fonctionnalités supplémentaires, de simuler plus ou moins ces interactions au niveau du navigateur. Et c'est une version pro qui est aux alentours, il me semble, de 2000 € et qui est réservée aux professionnels. L'autre problème, c'est que les méthodes de phishing classiques ne permettaient pas de contourner le MFA et que nos VNC fonctionnaient, mais étaient très lents derrière. C'était assez visuel que les entrées, quand on tapait au clavier, il y avait un certain taux de latence. Ce n'était pas normal au niveau de l'utilisateur. Et également, il nous fallait un gros serveur et, qui plus est, renforcer la sécurité de nos VNC pour être sûr que l'utilisateur ne puisse pas sortir sur notre bureau à distance. Donc on a décidé de développer en interne Philofish, qui est un outil qui est simple à customiser. Donc vous allez pouvoir l'adapter en fonction de vos besoins, de vos campagnes de phishing, qui est adaptable en fonction de votre utilisation. C'est-à-dire que si vous allez cibler beaucoup d'utilisateurs, vous allez pouvoir très simplement le faire en mettant en place une certaine redondance. C'est un outil qui est rapide, qui peut contourner le MFA, qui peut vérifier les identifiants et qui supporte un modèle de templating. C'est-à-dire que vous allez pouvoir adapter complètement le corps de la page de phishing que vous voulez faire. Donc comment Phileofish fonctionne? On a le comportement classique de nos sites de phishing. L'utilisateur visite le site internet de phishing. Celui-ci entre ses identifiants. Et ce que va faire Phileofish, alors on verra plus en détail avec des schémas, mais il va envoyer les identifiants qu'il a reçus de la part de l'utilisateur sur un serveur Redis. Alors ça peut être du RabbitMQ, etc. Et on a un autre composant qui va intervenir qui s'appelle le worker. Et le worker, il va prendre ses identifiants, et ce que Phileofish va faire, c'est qu'il va instancier un véritable navigateur, Chrome ou Google, et il va rentrer les véritables identifiants, enfin ceux qui ont été rentrés par l'utilisateur, sur le vrai site internet. Et il va regarder ce que le site internet renvoie. Est-ce qu'on est connecté? Est-ce que le login est incorrect? Est-ce que ça demande une authentification double facteur? Et il va renvoyer le résultat. Donc il renvoie le résultat au serveur web, Phileofish. Et Phileofish, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va adapter la réponse qu'il va renvoyer à l'utilisateur qui est en train de se faire ficher en fonction de ce que le vrai navigateur a perçu. Donc ça, c'est un exemple
de l'infrastructure, des fils aux fiches. Donc ça, on en reparlera après. Mais globalement, ici, on reçoit les identifiants d'utilisateurs, tout à gauche. Ces identifiants passent par un serveur Redis, donc dans une task queue. Le worker filé aux fiches, il va prendre ces identifiants. Donc le worker, vous pouvez le faire tourner sur les postes de vos pentesters, par exemple, ou sur un serveur dédié. Et il va envoyer ces identifiants sur le vrai site internet. Si le site internet dit que c'est bon, il renvoie tout ça à l'application web qui affiche à l'utilisateur. Vous êtes connecté, les identifiants sont bons, etc. Dans le cas où on a eu une authentification double facteur, bah c'est le même fonctionnement. La victime envoie ses identifiants, le worker les reçoit, le worker se connecte sur le vrai site internet avec un véritable navigateur, et là on a le site internet qui demande une authentification multifacteur. Le worker renvoie à l'application l'information comme quoi un MFA est nécessaire pour se connecter sur le site internet. Donc l'application web va adapter son contenu pour demander à l'utilisateur de renseigner le MFA. L'utilisateur rentre son MFA, la connexion est valide, et on renvoie l'information comme quoi la connexion est valide à l'utilisateur. Donc comment ça fonctionne en interne? Qu'est-ce qu'il faut configurer pour que Filet aux fiches fonctionne? Vous devez faire une campagne de phishing. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux cibler Google, si je veux cibler Microsoft, si je veux cibler un exchange, etc. Il y a 3 composants importants à configurer sur Filet aux fiches. Les routes, les exécuteurs et les templates. Les routes, ça va être tout simplement les différentes pages web de votre phishing. Donc on va retrouver par exemple le formulaire de connexion, on va retrouver le formulaire de demande de MFA, et on pourra avoir également des formulaires d'erreur à vous d'adapter. Vous pouvez vraiment customiser l'apparence de votre site de phishing. On va avoir ensuite les exécuteurs. Les exécuteurs, c'est tout le programme qui va faire en sorte de vérifier, d'instancier le navigateur et de vérifier si les identifiants qui sont rentrés par l'utilisateur sont valides ou non. Pareil pour le MFA. Et enfin, les templates, ça va être tout le corps de votre site. Comment il est constitué, etc. Et c'est un template, ce n'est pas juste une page HTML qui affiche à l'utilisateur, mais c'est un template, c'est-à-dire qui va être dynamique et qui va être capable de s'adapter au contenu qui est renvoyé par l'application. Donc la première chose à configurer, donc tout ça c'est dans un grand fichier là, YAML, c'est ce qu'on appelle les routes, donc les différentes pages de phishing. Donc on va retrouver l'adresse de la route. Donc on va aller par exemple sur phishing.com/hot/v2/login et ça va être traité par toute cette instruction, cette route qui s'appelle ici login. Fields, ça va permettre de déterminer quels sont les différents champs qui vont devoir être interceptés sur le formulaire. Donc ici on intercepte l'email et le mot de passe. Template, c'est tout simplement le fichier de template à afficher à l'utilisateur. Executor log user, ça dit tout simplement à la route, une fois que on a reçu des données post sur cette route, il faut que tu m'exécutes, enfin que tu fasses une demande d'exécution de l'exécuteur log user. Donc tout ça, ça passe à travers Redis, etc. Et les redirectors, c'est les différentes actions à prendre en fonction des réponses qui sont retournées par les exécuteurs. Donc par exemple ici, si l'exécuteur nous dit success, c'est-à-dire on a réussi à se connecter, alors on peut rediriger l'utilisateur vers un site externe. Si l'exécuteur nous retourne OTP, alors on va rediriger vers une seconde route qui s'appelle MFA, qui n'est pas définie ici pour des raisons de clarté. La seconde chose à configurer, c'est les exécuteurs. Donc on retrouve ici notre exécuteur log user, qui était exécuté précédemment par la route. On va avoir l'adresse URL du vrai site internet qui est ciblé. Et on va avoir ici les différents éléments qui vont être, on va dire, remplis sur le véritable site internet. C'est-à-dire qu'ici, on retrouve les différentes valeurs qu'on avait, user email et user password, et on va dire tout simplement à l'exécuteur, ces différentes valeurs, tu vas me les mettre dans les différents champs de ce vrai site internet. On va également dire à l'exécuteur quel
bouton que tu dois appuyer pour envoyer le formulaire. Et on va avoir également les différentes vérifications qui vont être nécessaires pour indiquer de l'état du phishing. Donc ici, on a un check qui existe, check error. On regarde si un élément qui s'appelle flash error message est présent sur la réponse du navigateur. Si cette erreur est présente, alors on renvoie error égale à true. Pareil pour OTP, on regarde si dans l'URL, elle contient /mfa. Si l'URL du navigateur contient /mfa, on va renvoyer l'information comme quoi un MFA est nécessaire pour s'authentifier sur le site internet. Et enfin, on a les templates, donc qui sont extrêmement simples à configurer, avec ici un exemple de templating. Donc c'est du Jinja, c'est du Python, où vous allez pouvoir, en fonction des réponses qui sont retournées par l'application, donc ici s'il y a une erreur par exemple, alors on affiche cette valeur dans le moteur de templating. Et tout ça, ça se retrouve dans un dossier. Donc ici, un exemple qu'on a pu faire avec Zendesk, avec potentiellement un fichier YAML, vos différentes templates et les différents fichiers statiques. Maintenant, je vous propose de vous présenter la démo de Filet-O-Fish. Donc à droite, vous allez avoir le navigateur de la victime qui tourne sur une machine virtuelle Windows 10. Et à gauche, vous allez voir une fenêtre qui apparaît. C'est le worker Filet-O-Fish, donc qui va tout simplement faire en sorte d'avoir l'exécuteur. C'est la partie exécuteur. Donc l'utilisateur ici rentre des identifiants qui sont invalides sur notre site de phishing. Et ce que Filet-O-Fish va faire à gauche, c'est qu'il va tester ces identifiants sur le vrai site. Cette fois-ci, l'utilisateur rentre les vrais identifiants. Et le vrai site ici demande une authentification par MFA. Et vous avez vu qu'à droite, le contenu de la page s'est adapté et demande maintenant à l'utilisateur de saisir son MFA. Dès lors que l'utilisateur, la victime, rentre son identifiant, celui-ci est rentré sur le worker Filet-O-Fish qui se retrouve connecté avec la session de l'utilisateur. Donc là, pas besoin de récupérer les identifiants, etc. Vous avez directement un navigateur que vous pouvez utiliser à la suite pour accéder aux différentes plateformes du client que vous avez ciblé. Et l'utilisateur, il a bien vu qu'il a eu des réponses d'erreur, que c'était cohérent, etc. La réponse est véritablement adaptée. Donc ça, c'est similaire en fonctionnement à EvilJinx, sauf que derrière, c'est un vrai navigateur qui effectue les requêtes et qui, derrière, est capable d'adapter les réponses. Et avec ça, on a réussi à lancer notre campagne de phishing et cibler avec succès les différents collaborateurs. Donc au niveau de cet outil, c'est un outil qui est extrêmement simple, qui aujourd'hui fonctionne sous forme d'un proof of concept, plus ou moins. Donc avant de le mettre au public, je vais créer encore quelques configurations pour faire des démonstrations, tout en restant dans un cadre légal, bien évidemment. Donc il faut que je fasse un site de mon côté avec un formulaire de login, etc. Je ne vais pas mettre des templates pour fichier du Microsoft, même si on l'a déjà fait. Il y a également quelques vérifications qui devront être faites au niveau des fichiers de configuration. Donc plus de messages d'erreur si vous faites des erreurs sur la config, etc. Plus de documentation. Actuellement, il n'y a pas grand monde qui comprend ce logiciel. Et également, il y a encore d'autres problèmes à résoudre au niveau de Filet-O-Fish. Le premier problème aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas capable de fonctionner comme EvilJinx où il affiche la vraie page Internet. On a vu qu'après la connexion, on redirige l'utilisateur vers le vrai formulaire de login. Aujourd'hui, Filet-O-Fish n'est pas capable d'afficher la vraie page une fois que l'utilisateur est connecté. J'y travaille, c'est une solution qui peut être réglée, j'ai déjà certaines hypothèses qui existent. L'autre problème de Filet-O-Fish, c'est qu'il est difficile à faire fonctionner en mode unattended, c'est-à-dire on laisse l'application tourner sur un serveur, etc. et on n'a plus rien à faire. Il y a toujours une interaction qui est nécessaire avec Filet-O-Fish, notamment le fait de devoir avoir un worker qui tourne sur un poste avec une interface graphique pour réaliser les actions de manière automatique. Donc ce n'est pas insurmontable, mais ça fonctionne. Et l'autre avantage, alors je reviens un peu en arrière, c'est qu'ici on utilise ce qu'on appelle un message broker.
Et en gros, le fonctionnement d'un message broker, c'est d'être capable de stocker tout un tas d'informations, donc par exemple des demandes de connexion de la part des utilisateurs, et d'avoir plusieurs workers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer sur les postes de tous vos consultants qui participent à la campagne de phishing, un worker chacun. Et automatiquement, Filet-O-Fish va être capable de dispatcher, en fonction des postes de l'utilisateur, les différentes tentatives de connexion. Donc si vous avez 10 connexions en même temps d'utilisateurs différents, Filet-O-Fish va être capable de gérer ça et d'ouvrir 10 navigateurs sur 10 postes différents et de dispatcher la demande sous forme plus ou moins de load balancing. Merci d'avoir participé à cette conférence. J'espère qu'elle vous a plu, que cet outil vous a intéressé. Je vais le mettre prochainement en ligne sur GitHub dès lors que j'aurai fini les différentes étapes de documentation et quelques exemples. Donc n'hésitez pas à contribuer, etc. Le but ici, c'était vraiment de présenter une nouvelle approche au phishing qui nous permet de contourner certaines limitations aujourd'hui qui existent avec les outils présents. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Si vous voulez les poser plus tard, n'hésitez pas à me contacter sur X maintenant, ou Discord, ou également m'ajouter sur LinkedIn. Je vous remercie. Pas de questions? C'est que c'était clair. Merci beaucoup. Nicolas, pour cette conférence. On reprend. Ah non, on reprend pas. C'est la fin. C'est la pause déjeuner. Rendez-vous à 14h pour la prochaine conférence. Donc, qui sera des conférences en anglais à partir de cet après-midi. Donc, Orange Cyberdéfense sur des démonstrations de bypass d'EDR et d'antivirus. Bon appétit à tous.